Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. C'est la rentrée. Alors Jean-Yves, première question, comment se sont passées vos vacances ? Mais très bien, ensoleillé et en altitude, en montagne. D'accord, donc des vacances à la Eric Woerth un petit peu. Un petit peu, avec moins de buzz, mais dans le même esprit, oui. Alors, le sommaire de cette émission en 3 parties. Premièrement, les meilleures manips médiatiques de l'été. Cet été, les bobards, les occultations et les manipulations des médias n'ont pas pris de vacances. Nous reviendrons ensemble sur quelques exemples. Amazonie, la raison brûle. Haro sur Bolsonaro, des feux de forêt en Amazonie ont provoqué un émoi planétaire contre le président brésilien, une indignation malhonnête. G7, les médias se plient en 4 pour Macron. Les éditorialistes, et notamment sur BFM, ont évidemment porté au nu le président de la République et la manière dont il a géré le G7 à Biarritz. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Pas de vacances pour les bobards médiatiques pendant que nous profitions de la montagne, vous dans les Alpes, moi dans les Pyrénées, Jean-Yves. Eh bien, nos amis journalistes ont continué à enchaîner parfois les énormités, faut le dire. Et je vous ai donc sélectionné quelques pépites estivales que je vais vous laisser commenter. Premièrement, c'était l'un des plus gros sujets de l'été, c'était l'affaire Epstein, donc qui a éclaté aux États-Unis, et un traitement qui a étonné de nombreux internautes en France, c'est la manière dont certains médias ont relié automatiquement Epstein à Donald Trump. On a BFM TV, on a aussi France Info qui a fait un sujet dans lequel on voit souvent les images des deux personnes apparaître. Et puis Loopsider qui a réalisé une petite vidéo à cet effet où on voit là encore très souvent Donald Trump et Epstein ensemble. Jean-Yves, que penser de ce traitement médiatique ? Il est totalement, il relève totalement de la désinformation. C'est un pic de désinformation parce qu'effectivement les photos où on voit Trump et Epstein sont des photos très anciennes, qui remontent à 20 ans ou 25 ans, alors qu'il y a énormément de photos récentes avec Clinton, avec le couple Clinton, et que Clinton a pris 26 fois l'avion d'Epstein qu'on appelait le Lolita Express. Donc, s'il y avait quelqu'un à mettre en cause, c'est plutôt Clinton que Trump, qui en plus a chassé Epstein de ses relations il y a déjà une quinzaine d'années. Alors on voit d'ailleurs Loopsider, c'est très intéressant, un petit média de propagande financé par le Cercle national du cinéma, le Centre national du cinéma. Et donc par les impôts des Français. Donc par les impôts des Français. Et on voit tout est faux parce qu'on nous dit dans le titre Jeffrey Epstein, 66 ans, avec une photo où on voit que Trump a 45 ou 50 ans, donc il remonte à plus de 20 ans. Et donc Epstein à l'époque n'avait pas 66 ans. Et au demeurant, les femmes que nous voyons sur la photo sont des jeunes femmes, mais ce ne sont pas des femmes jeunes, mais ce ne sont pas des enfants. Voilà. Oui, c'est pas des mineurs. C'est pas des mineurs manifestement. Voilà. Donc on est vraiment dans une désinformation totale. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Clinton est un gentil, donc on va pas l'accuser d'avoir fait des choses pas très belles avec M. Epstein. Par contre, Trump est un méchant. Donc on va l'accuser, même si en l'occurrence c'est absolument injustifié. Alors retour en France avec France Inter qui a tenté cet été de nous expliquer pourquoi il y a de plus en plus de rap sur leurs antennes. Alors Jean-Yves, a priori c'est pour rester dans l'air du temps, c'est ça ? Oui, alors l'air du temps ça se fabrique. Et en l'occurrence le rap il a été promu par les chaînes publiques, il est promu là par France Inter, il a été promu dans les années 2013-2015 par le Move, qui est une radio musicale dépendant aussi du service public. Et destinée aux jeunes. Et destinée aux jeunes. Et donc, c'est une affaire qui a été promue, de même qu'on a promu
les histoires de bagarres entre rappeurs ou les interruptions d'autoroute par les rappeurs qui tournaient des clips, etc. C'est promu. Donc, l'air du temps, on le crée, et ceux qui le créent, au fond, souhaitent le grand remplacement musical et souhaitent un petit peu l'africanisation de nos rythmes et de nos musiques. C'est un choix idéologique, délibéré. Autre choix idéologique délibéré de France Inter, c'est la promotion cet été de l'organisme Sleeping Giants. En fait, c'est des militants qui font pression sur les annonceurs en leur disant vous avez une publicité sur un site qui n'est pas tout à fait politiquement correct pour les inciter en fait à retirer leur financement. Que dire de cette promotion de cette association par France Inter ? C'est la promotion de la délation, c'est la promotion des interdits publicitaires, on peut dire, des interdits professionnels. C'est absolument incroyable que l'argent des contribuables, encore une fois, serve à ça. Alors moi je dis, nous à TV Liberté, le choix a été fait délibérément de ne pas avoir de publicité pour ne pas dépendre des publicitaires. Mais nous ne pouvons vivre que grâce à l'argent des donateurs. Pardon de ce nouvel appel indirect à une aide financière, mais où c'est la publicité et à ce moment-là, on peut vous serrer le kiki. Où c'est l'argent des donateurs et là on est libre. Voilà. Alors l'été, ça a été aussi la saison de l'occultation puisque y a quelque chose qui a été masqué par les médias ou en tout cas dont ils n'ont pas parlé autant qu'ils auraient pu. Je parle bien sûr des profanations d'églises avec notamment cet article de France Catholique. Pendant l'été, les profanations d'églises se poursuivent, donc elles se poursuivent dans le silence médiatique finalement. Oui, alors France Catholique a recensé sur juillet et le début août 12 profanations d'églises. Un échantillon. Y compris, c'est un échantillon, c'est pas du tout complet, y compris d'ailleurs des tentatives d'incendie ou des incendies volontaires, ce qui est extrêmement grave. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est un phénomène tout à fait nouveau, ces profanations d'église. Pendant très longtemps, l'Église, même les athées, même les anticléricaux, ils respectaient l'Église. En tout cas, il n'y en avait pas autant, quoi. Bon, il y en avait pratiquement pas. C'était des lieux, malgré tout, qu'on respectait. Là, aujourd'hui, il y a des attaques assez massives. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a aucune vraie recherche. Manifestement, c'est pas une priorité du gouvernement, c'est pas une priorité des parquets, c'est pas une priorité des juges de rechercher. Je prends un exemple. Il y a eu une profanation à Molène. Molène, c'est une petite île à côté de Ouessant. Il est évident qu'on sait quand même par des images qui va ou qui ne va pas à Molène, ne serait-ce que par l'entrée dans le débarcadère. Oui, c'est une toute petite île. C'est une petite île. Donc, si on voulait chercher, on trouverait. Il est évidemment, il n'y a pas de mosquée ni de synagogue à Molène, mais s'il y avait une synagogue ou une mosquée à Molène qui avait été profanée, on aurait déjà trouvé le coupable. Là, c'est pas grave, on va passer. Alors, autre occultation médiatique de dégradation, celle-là qui concerne des permanences rassemblements nationales, puisque il y a eu d'autres dégradations sur des permanences de ce parti. Alors, on a commencé médiatiquement à en parler un tout petit peu, mais c'est quand même largement sous-évalué, quoi. Oui, alors des dégradations de permanence du Front National, depuis 30 ans, il y en a eu des centaines et des milliers. Ça n'a jamais ému personne. C'était considéré comme des actes, en quelque sorte, républicains. Et même, on a vu un incendie, c'est plus grave, une dégradation. Une tentative d'incendie. Un tag, c'est quand même un tag, que ce soit sur une permanence Front National ou sur une permanence LERM. Simplement, une tentative d'incendie, c'est quand même beaucoup plus grave. Et là, il y a quelqu'un qui a été arrêté, là, plutôt bien, mais il a été immédiatement relâché, alors que si c'était une permanence LERM, ça aurait été un événement mondial, les médias en auraient parlé, le ministre de l'Intérieur se serait fâché, et l'individu n'aurait pas manqué d'être condamné, quoi. Alors, attaquer les permanences, moi je comprends que ce soit pas très bien, mais à ce moment-là, il fallait quand même se bouger quand depuis 30 ans, voire 40 ans, on attaquait les permanences du Front National. Pas attendre que les permanences bien pensantes souffrent un petit peu, voilà. C'est parce qu'il y a eu des dégradations attribuées aux Gilets jaunes de permanence LREM
que finalement les médias commencent à parler des dégradations de permanence du Rassemblement national, pardon. Donc finalement, bon, c'est un petit... Alors là, c'est pareil, il y a des permanences du Front National, notamment en Bretagne, qui ont été vandalisées une vingtaine de fois. Ouais. Là aussi, si le parquet, la police faisaient un minimum d'efforts, on trouverait les coupables, qu'on doit connaître d'ailleurs, parce que là, c'est probablement des éléments antifa d'extrême gauche qui sont connus, quand même, enfin, il faut espérer. Mais là, c'est pas un sujet, parce que c'est pas un sujet ni pour le pouvoir ni pour les médias, mais les pouvoirs et les médias, c'est la même chose. Alors, autre occultation, celle-là, elle est assez extraordinaire. Il faut saluer La Provence, qui a réalisé un très beau coup cet été. Là, ça vaudra peut-être une petite mention au Bobard d'Or, mais on a La Provence qui a flouté une personne dans un rassemblement au pèlerinage de la Madone, dans une église, et c'est cette seule personne qui était floutée dans cette foule. C'était le sénateur Ravier du Rassemblement national. Alors là, c'est assez incroyable. Il s'est directement inquiété sur Twitter. « Vous avez flouté mon visage, ça vous prend souvent d'agir comme la Pravda de Staline, honte à vous ». Faut avouer que là, ils ont fait fort quand même, La Provence. Ils ont fait fort, alors ils sont quand même excusés en expliquant, alors l'explication est merveilleuse, c'est une erreur de jugement de leur collaboratrice. Ouais. Mais ils ne nous expliquent pas sur quelle base elle pouvait avoir un jugement la conduisant à flouter le visage d'un sénateur, d'une personnalité quand même. C'est jamais vu d'avoir flouté une personne comme ça uniquement dans une foule. Personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Oh bah tous les bons régimes totalitaires font ça. Non. Oui. Tous les bons régimes totalitaires font ça. Donc voilà, c'est assez normal que la Provence, dirigée par monsieur Franz-Olivier Gisbert, qui est à des sommets médiatiques depuis 40 ans, c'est une diva médiatique. Il a dirigé plein d'organes, y compris d'ailleurs le Figaro Magazine. Enfin, vous voyez, le Nouvel Observateur, et maintenant la Provence. Bon, alors, ils ont condamné la journaliste, ils ont dit qu'elle a fait une erreur de jugement, mais aucune sanction. Aucune sanction. Aucune sanction. Voilà, donc c'est circulé, il n'y a rien à voir. Elle en a fait un peu trop, quoi. Mais c'était dans le bon sens. C'était avec une bonne intention. Mais ça a choqué pas mal de monde, donc je pense qu'ils ne le referont plus. Ouais, ils feront différemment. Autre occultation cet été, c'est le peu de couverture médiatique. Il y en a eu, mais relativement légèrement comparé à l'importance de l'événement. C'est le peu de couverture médiatique quant à la grève dans les urgences. Donc là, c'est un phénomène majeur parce que les urgences, c'est vital, si j'ose dire, pour un pays. En tout cas, c'est vital pour beaucoup de gens qui y vont. Pas pour tous les gens qui y vont, mais c'est vital, c'est vital. Nous avons eu longtemps des services d'urgence de qualité, nous avons des services de secours de qualité, et le fait qu'il y ait une grève aux urgences prouve qu'il y a une dégradation profonde. Voilà, il y a une dégradation profonde. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens y vont sans aucune raison, et puis parce qu'il y a beaucoup d'agressions aux urgences. Et les agressions aux urgences, c'est pas non plus, c'est pas les Martin et les Dupont qui les commettent, mais ça, on ne le dit pas. Rarement. En tout cas, les médias n'ont pas énormément parlé de ce phénomène. Et pour finir, la polémique quasiment de l'été, c'est cette polémique partie de Twitter qui a provoqué une avalanche de réactions, c'est le cas de le dire. Cette photo d'Eric Woerth, donc votre camarade alpiniste. Oui, on peut dire ça. Oui. Il peut pas être mauvais, Woerth, complètement. Ben non, il est chauve et alpiniste. Voilà. Donc il a forcément ma sympathie, il faut comprendre. Et donc c'est cette photo de lui sur un glacier alpin, on le voit gravir à quatre pattes dans la neige. Ouais. Et la neige dure. La neige dure. Donc de nombreux internautes et même médias l'ont accusé d'avoir largement exagéré cette photo, de l'avoir complètement mise en scène. Sauf qu'en fait, c'était pas le cas. Non, alors d'abord, il faut savoir que les photos de montagne, surtout quand c'est pris par quelqu'un de la même cordée, en l'occurrence, là c'est son guide qui a pris la photo, ça biaise toujours l'impression de belle perspective. Ouais. Alors, il faut dire, en général, ça écrase plutôt le vide. Là, ça l'a plutôt amplifié. Mais vraiment, la photo de montagne prise, non pas par la cordée d'à côté, mais par quelqu'un de la même cordée, ce qui est le cas, elle biaise toujours un peu la réalité. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu tout un buzz sur Twitter.
de gens, au fond, qui ont trouvé la photo exagérée, sans regarder où c'était pris. Voilà. Or, il suffisait d'aller voir, parce que c'était indiqué, c'est sur le glacier du milieu, à l'aiguille d'Argentière, il y a une pente à certains endroits qui est entre 45 et 50 degrés, donc c'est une pente sérieuse qui implique des efforts à monter et beaucoup d'attention pour la descendre. Voilà. Il faut effectivement avoir les pointes avant des crampons dans la neige ou dans la glace ou dans la neige dure et les piolets ou un piolet au minimum accrochés. Voilà. Bon. Donc les gens auraient pu vérifier. Mais que sur Twitter, les gens rigolent sans vérifier, ça peut se comprendre, c'est le jeu. Mais les médias, dans leur immense majorité, ont tout repris alors qu'il suffisait... Bon, c'était simple. Ouais. Il suffisait d'appeler... Trop simple, peut-être. Ou d'appeler la compagnie des guides de Chamonix, ou tout simplement d'aller regarder sur Wikipédia, c'est pas très compliqué, glacier du milieu, aiguille d'Argentière. Ils auraient vu que, peut-être que la photo était un peu majorative, mais que c'est un endroit qui est quand même délicat, au minimum délicat. Personne ne l'a fait, sauf Chef News de Libération. Bon... honnêtement, on n'est pas chargé de faire la pub de Fake News de Libération, mais globalement, ils font assez souvent du bon boulot. Mais que n'importe quel média aurait dû faire. C'est la base du journalisme. C'est deux clics. Oui. C'est 2 clics. Voilà. Bon, moi, quand j'ai vu la photo, je connais l'endroit, donc je sais que j'ai quand même vérifié sur Wikipédia, et bon, j'ai vu que la pente était quand même tout à fait sérieuse, quoi. C'est pas... Alors, ça révèle aussi quand même, au moins sur Twitter, pour les journalistes c'est différent, la grande méfiance vis-à-vis de la parole des hommes politiques, et en particulier des hommes politiques LR. Parce que les hommes politiques LR, ils ont tellement dit de choses qu'ils n'ont pas faites, que maintenant, ils sont soupçonnés de ne pas avoir fait ce qu'ils ont fait. Ouais, écoutez, après ce petit... ces meilleurs moments de l'été, j'espère que beaucoup de gens auront beaucoup de prudence quant à la parole journalistique. Et puis, nous allons passer au zapping. Les heures sont peut-être comptées pour le personnage dit du sauvage au Festival d'Ath en Belgique. Le collectif Bruxelles Panthère accuse cette figure d'entretenir le racisme et la négrophobie. À Marseille, les dealers viennent désormais des 4 coins de France. Ils viennent travailler l'été sur un des 100 points de vente de drogue. Un job d'été rémunérateur mais très risqué. Il y a 2 semaines, un jeune de 16 ans originaire de Chartres a été torturé au chalumeau dans la cave d'une cité marseillaise. Les vendeurs locaux n'ont pas apprécié cette concurrence venue d'ailleurs. À Marseille, le trafic de drogue a ses codes et ses dangers de mort que les dealers venus d'ailleurs ne connaissent pas toujours. La Tour des Frênes, c'est une zone de non-droit. Elle est régulièrement vandalisée, squattée, incendiée. Jeudi dernier, ce nouveau feu allumé dans la cage d'escalier a décidé le maire à prendre un arrêté de relogement. La mairie, le bailleur, la préfecture, personne ne semble avoir pu enrayer la lente agonie de cette tour de 12 étages. Les locataires parlent d'un enfer au quotidien. Sans laisser de traces, à part cette tuile cassée, les individus ont réussi à voler la cloche de 53 kilos, classée monument historique. Une seconde cloche a été dérobée, ici, sur les hauteurs de la commune, plus haute, plus lourde, près de 80 kilos. Ces derniers mois, la violence envers les pompiers, mais aussi les policiers, a atteint un niveau historique. Depuis le 1er janvier, 17 000 outrages à agents ont été enregistrés, c'est 10% de plus que l'an passé. Les violences, elles, ont augmenté de 23%, avec plus de 23 000 infractions déclarées, soit près de 110 agressions par jour. Impossible de passer un rond-point, une route ou un parking sans croiser des forces de l'ordre. La plupart des habitants ont fui les villes de la côte. Les rues de Biarritz se sont restées très calmes. Ici, tout le monde redoutait la présence de manifestants violents. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Sur l'acte de naissance apparaîtra mère et mère, quand nous avons des enfants qui sont issus d'une PMA pour un couple de femmes. Mère et mère. Oui, c'est la réalité, c'est bien la réalité. Donc mère et mère. J'ai changé très profondément. Le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui continue, moi, m'a fait réfléchir.
Lundi, Emmanuel Macron a répliqué après que son épouse Brigitte a été copieusement moquée, le président brésilien prenant part en personne aux commentaires déplacés sur le physique de la première dame de France. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro, lit-on à côté de la photo des deux couples présidentiels. C'est la jalousie de Macron, je parie, écrit l'internaute. N'humilie pas le type, mort de rire, a répondu en commentaire le président brésilien parlant de son homologue français. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Pour clore le sujet, Emmanuel Macron a dit espérer que très rapidement, les Brésiliens auront un président qui se comporte à la hauteur. Les voleurs sont souvent des mineurs étrangers isolés. Certains ont à peine plus de 10 ans. Les malfaiteurs, ce sont des jeunes voleurs, parfois âgés d'à peine 10 ans. Nous aurons des initiatives en matière de numérique pour protéger l'information et les démocraties avec cette ère du numérique nouvelle. Vous en faites l'expérience chaque jour. Il est formidable, le président Macron. Il est formidable. Il nous a déjà fait la loi fake news pour contrôler un petit peu. Il y a eu en matière de fake news, d'ailleurs, c'est un vrai pro. Hein. Bon. La loi fake news, l'année dernière. Cette année, il nous fait la loi Avia, qui est une loi liberticide au carré. Ouais, voire quasiment totalitaire. Quasiment. Totalitaire. Et il nous annonce déjà une nouvelle loi. Parce que son obsession, c'est le contrôle de l'information. Et d'ailleurs, il a raison, parce que s'il perdait le contrôle de l'information, en quelques semaines, il serait balayé. Donc il est de plus en plus crispé sur le contrôle de l'information. Alors ce contrôle de l'information, il existe déjà de fait. Vous voyez, on a parlé, il y a une séquence là où on parle des agressions de pompiers. Bon. Il y a des agressions de policiers, des agressions de pompiers. Je n'excuse évidemment en rien les agressions de policiers. Mais les agressions de pompiers sont infiniment plus graves parce qu'on vient attaquer des gens qui viennent, non pas rétablir l'ordre ou maintenir l'ordre, mais sauver des gens, porter secours. Donc c'est gravissime. Ça ne s'était jamais fait. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, ça explose. Et on ne dit jamais, jamais d'où ça vient. On le sait. On le sait. On l'a vu en Corse, avec l'affaire des Jardins de l'Empereur, quand les Corses sont allés sur place régler le problème de l'agression des pompiers dans un quartier immigré d'Ajaccio. Bono Gollnisch a dit avec beaucoup d'humour, on ne dit jamais qui agresse des pompiers, mais c'est pas les Martin et les Dupont. Voilà, donc c'est quand même une réalité. Mais si on ne veut pas voir la réalité, on ne peut pas traiter le problème. D'ailleurs, dans l'affaire d'occultation, on voit un autre exemple. Dans le journal de France 2, sur les agressions, les cambriolages de pharmacie. À 13h, on nous dit les voleurs sont des jeunes, mineurs, étrangers, isolés. Voilà, ça c'est précis. À 20h, passé Muscade, ce sont des jeunes voleurs, parfois âgés d'à peine 10 ans. Voilà, on occulte la réalité. Et ça, c'est un choix éditorial clair. Et ça, c'est un choix éditorial. Le choix éditorial, en fait, il y a un double choix dans les médias dominants, dans les médias de grand chemin. C'est l'occultation de beaucoup de réalités et une propagande massive sur ce qui leur paraît aller dans le sens du camp du bien. Et puisqu'on parle de propagande massive, eh bien, intéressons-nous à la question des incendies en Amazonie. C'est la polémique de la semaine. L'Amazonie est en proie aux flammes et Emmanuel Macron s'est fendu d'un tweet le 22 août dernier. Notre maison brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Alors Jean-Yves, ce tweet d'Emmanuel Macron, pourfendeur des fake news, en fait, il en contient quelques-unes. Au moins deux. Au moins deux. D'abord, la photo. La photo a été prise par un journaliste qui est mort en 2003. Alors, pour montrer un incendie de 2019... C'était une belle photo, donc voilà. C'est une belle photo, bien sûr, parlante. Mais enfin bon, il y a quand même... Alors là aussi, si vous voulez, qu'un internaute de base, qu'un Twitter de base prenne une mauvaise photo, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais bon, on peut avoir des excuses. Mais le président de la République,
qui a tout l'appareil d'État derrière lui, pour lui trouver des bonnes photos, pour vérifier qu'elles correspondent aux événements. Ça, c'est gravissime. Alors, ils ont parlé d'un choix délibéré. Ouais. Alors, c'est une malhonnêteté délibérée. Ça n'arrange pas leur affaire. Hein. Deuxièmement, le poumon de la planète, bah oui, l'Amazonie, c'est une très grande forêt. C'est pas la plus grande forêt, d'ailleurs, parce que la plus grande forêt, c'est la Sibérie. Mais c'est pas les mêmes arbres, bon, bien. Mais le poumon de la planète, d'abord, c'est les océans. Et la participation de l'Amazonie à la production d'oxygène et à l'élimination de CO2, c'est 6%. Au mieux, selon les spécialistes. Au mieux, selon les spécialistes. C'est pas 20%. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fake news, beaucoup de mensonges. Ça commence à faire beaucoup. Alors, ça... il faut dire, là, d'ailleurs, ça a quand même été dit par certains journaux. Oui. Là-dessus, il y a eu un peu de critique. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une remise en perspective qui était salutaire. Notamment, en l'occurrence, c'était France Info qui a diffusé cette vérification sur le poumon de la planète. Alors, ça n'a pas empêché certains médias de verser dans le catastrophisme en pointant du doigt le responsable, Jair Bolsonaro, le président du Brésil, coupable idéal. Exemple avec cet article du Monde paru le 22 août dernier, rédigé par Laura Motet. Incendie en Amazonie, un fléau saisonnier amplifié par les prises de position de Jair Bolsonaro. Alors il y a d'abord oui, Jean-Yves ? Oui, le fait que des incendies soient provoqués par des prises de position, c'est assez curieux quand même. C'est imagé. C'est imagé, voilà, on va dire ça. En tout cas, c'est la parole d'une spécialiste qui est donnée. Donc là encore, c'est certains experts qui ont la parole, parfois plus que d'autres. Mais en tout cas, là où c'est vraiment extraordinaire comme article, c'est que Le Monde a réalisé une infographie sur le nombre de départs de feu cette année, en parlant d'une augmentation sans précédent des incendies au Brésil, en partant donc d'un graphique qui débutait en 2013, ce qui donc laisse songeur quant au terme sans précédent, mais on pourrait faire confiance au Monde. Sauf non, écoutez... on aurait pu être de bonne foi. On ne peut pas faire confiance. Mais on n'a pas fait confiance au Monde, puisqu'on a été vérifié. En réalité, il s'agit d'une énorme manipulation, puisque quand on change la date du début du graphique, tout change. Et la journaliste a été prise la main dans le sac et l'article a été modifié et le titre change un petit peu. On ne parle plus d'incendie sans précédent, mais d'un nombre de feux au Brésil au plus haut depuis 2011. Et quand on fait commencer le graphique en 98, on se rend compte que dans les années 2000, il y avait beaucoup plus de feux, par exemple en 2005. Et il s'agit donc d'une manipulation énorme, Jean-Yves. C'est-à-dire que ça brûlait beaucoup plus à l'époque de Dilma Rousseff et surtout de Lula, qui était le grand homme des médias, que sous Bolsonaro, qui hérite au fond d'une situation, parce que une partie de ces feux, ce ne sont pas des forêts nouvelles qui brûlent. Bon, c'est vrai que quand on déforeste, on brûle, oui, bien sûr. Mais là, une bonne partie des feux, c'est ce qu'on appelait de l'écobuage, c'est-à-dire du feu agricole, où de terre déjà déboisée, en fait. Notamment, brûlent pour qu'il y ait des surfaces pour le package. Voilà. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose, parce qu'ensuite, les feux ont tendance à déborder, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas... pour partie, ces feux ne correspondent pas à des surfaces nouvelles de forêt qui disparaissent. Voilà. Pour l'Obs et pour le New York Times, c'est même la plupart des incendies. Donc c'est une majorité importante, a priori. Voilà. D'autre part, les feux, il n'y en a pas qu'au Brésil. L'Amazonie, ça couvre beaucoup d'autres pays. Il y en a beaucoup en Bolivie. Donc ce n'est pas de la faute de Bolsonaro. Voilà. Et puis, il y a encore plus de feux en Afrique subsaharienne, en Afrique équatoriale, on va dire, tropicale, équatoriale, il y a beaucoup plus de feux. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que tout le monde nous dit il faut développer l'Afrique, les Africains sont de plus en plus nombreux, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait de la déforestation en Afrique pour étendre les cultures. Alors, il faut savoir ce qu'on choisit. C'est pas simple d'ailleurs. On choisit le développement ou on choisit la protection de la forêt. C'est un vrai problème. Qui se pose d'ailleurs aussi en France. Exactement. Parce que M. Macron qui donne la leçon à M. Bolsonaro, M. Macron, il a fait voter en France une loi qui limite la protection de l'environnement, qui limite les effets des lois littorales et montagnes sur les constructions. Il est allé en Corse pour dire tout le mal qu'il pensait du Padduc,
qui est le plan qui protège effectivement la Corse d'un excès de bétonisation. Donc il est pour quand même la construction de zones, y compris forestières. Il veut privatiser l'Office national des forêts. Et en Guyane, là on est en Amazonie, il vient d'autoriser, alors là aussi, est-ce qu'il faut choisir le développement, est-ce qu'il faut choisir la protection de l'environnement des forêts, c'est un choix, mais il vient d'autoriser des prospections minières sur 5%. 5%, c'est pas rien. 5% du territoire de la Guyane, 3500 km², dont une partie va probablement brûler. Voilà. Alors, c'est un double jeu. Bon, faut savoir. Il voit la paille dans l'œil de Bolsonaro, mais il voit pas la poutre qui est dans le sien. Alors le problème, Macron, il fait de la politique et en même temps, il enfume les gens, etc. Mais les médias sont quand même assez peu diserts là-dessus. Ils en ont un peu parlé d'ailleurs. Tiens, je signale d'ailleurs que le Grand Conseil amérindien a condamné la décision de Macron d'ouvrir 3500 km², 350 000 hectares de forêt guyanaise à la prospection. Alors, autre personnalité pour laquelle on pourrait parler de double jeu, c'est Bernard-Henri Lévy, qui, a priori, s'est un petit peu énervé et a pris son Twitter et a rédigé un tweet incendiaire contre Jair Bolsonaro. Incendiaire, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement. Ouais. Amazonie, que Bolsonaro soit tenu responsable de ce qu'il faudrait pouvoir nommer au sens propre un crime contre l'humain. Alors Jean-Yves, que dire sur cette position engagée du philosophe il a fait sa fortune sur les bois africains, puisqu'il a hérité de son père une entreprise, la Bécob, qu'il a vendue à Pinault, et donc sa fortune, c'est sur le bois rare africain. Donc il est tout à fait bien placé pour critiquer la déforestation en Amazonie. Lui, il n'a pas touché à l'Amazonie, il n'a touché qu'à l'Afrique. C'est pas pareil. C'est une prise de position macroniste, c'est du en même temps. Eh oui, absolument. Passons au tweet. Alors le point c'est beau dit parce que Macron est à 34% d'opinion favorable, ce qui est quand même pas absolument extraordinaire, mais tout de même il se maintient. Hein, voilà. De même qu'aux élections européennes, En Marche avait à peu près sauvé les meubles. Et je crois qu'il ne faut pas nier cela. Et il faut en comprendre la raison. La raison, c'est la propagande absolument massive. C'est-à-dire que le contrôle des médias et le soutien des médias finit par avoir un effet. Hein. Et la propagande, ça a un effet sur tout le monde. Hein, il y a toujours des gens qui vous disent « Moi, la propagande, ça n'a aucun effet sur moi. La publicité, ça n'a aucun effet sur moi. » C'est pas vrai. La propagande a un effet sur tout le monde. Y compris la propagande... Peut-être pas sur vous, quand même. Si. Non. La propagande macroniste a aussi un effet sur vous. Elle a aussi un effet sur moi. Il faut le savoir. C'est tellement puissant. Alors, évidemment, on a des anticorps. Hein, oui. mais quand même. Donc, c'est quand même efficace, la propagande. Alors, moi, que c'est intéressant.
Alors, c'est intéressant parce que Ruquier, qui a eu à un moment des intervenants, des intellectuels de qualité dans son émission, je pense à Natacha Polony ou à Éric Zemmour, les a remplacés par des histrions, assez, on va dire, comment je peux dire, quand même... Originaux ? Ouais, originaux, voire dérangés, un peu dérangés. Voilà, un peu dérangés. On a eu Émeric Caron, on a eu Angot, on a eu Moix. Bon, alors, d'abord, pourquoi on a choisi ces personnalités quand même à minima atypiques, pour ne pas dire pathologiques? Bon, je pense que c'est la logique de Ruquier, à la fois pour faire du buzz et pour déconstruire, participer à la déconstruction générale. Et alors moi, c'est intéressant parce que son histoire de contribution antisémite, de dessin antisémite, tout ça c'est connu depuis longtemps. Et il était en place malgré cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait été en quelque sorte retourné. C'est quelqu'un qu'on savait pouvoir tenir par ça et qui donc pouvait tout à fait remplir au fond ce que le système attendait de lui. Alors là maintenant, il va peut-être avoir du mal... il va avoir un peu de mal à s'en sortir. Il va avoir du mal à s'en sortir. Là, il a été touché sous la ligne de flottaison. Alors, Mehdi Méclate s'en est sorti. Il a mis du temps, mais il est quand même revenu sur les plateaux. Voilà. Il y en a qui arrivent un peu mieux à s'en sortir que d'autres. Mais là, Yann Moix, à mon avis, vu ce qu'il a sorti dans sa jeunesse... Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce personnage était protégé par Bernard-Henri Lévy. C'était une marionnette d'Henri Lévy, de Bernard-Henri Lévy, qui savait parfaitement à quoi s'en tenir sur Moix. Mais au fond, à quelqu'un de... Vous savez, moi j'ai entendu un jour un de mes amis hauts fonctionnaires qui m'a dit j'ai longtemps cru que c'était un avantage de ne pas être tenu, jusqu'à ce que je découvre que c'était un avantage d'être tenu. Je ne sais pas si c'était son cas, mais dans les gens qui font carrière, c'est pas mal de donner prise à l'extérieur, parce que si vous donnez prise, on peut vous faire confiance. C'est une promotion, effectivement. Et je crois que Moix donnait prise, et donc on pouvait lui faire confiance pour participer au travail de destruction générale, ce qu'il faisait avec un talent tout à fait notable. Passons au troisième sujet. G7, les médias se plient en 4 pour Macron. Le sommet du G7 à Biarritz aura été salué par les éditorialistes français qui n'ont pas hésité à sortir la boîte à superlatifs pour saluer le génie d'Emmanuel Macron. Et on a Samuel Gontier, journaliste à Télérama, qui a rédigé un article décapant sur cette fascination totale des éditorialistes, notamment ceux de BFM TV pour Emmanuel Macron. Alors, quelques extraits choisis. Ça a été rondement et bien mené par Emmanuel Macron. Salut Roland Quérol, rejoint par Anthony Bélanger. Ça, c'est de la diplomatie créative comme j'aime. Bravo à l'équipe présidentielle pour le coup de théâtre. Ce G7 a été incarné par Emmanuel Macron. Le match entre Trump et Macron est en train de dominer la scène occidentale. On a là un dialogue de deux personnes d'une très haute qualité politique. Il y a un truc aujourd'hui, relève Anthony Bélanger. Le 25 août, c'est le jour anniversaire de la libération de Paris. Et c'est ce moment-là qu'Emmanuel Macron choisit pour faire la chose la plus gaulienne qui soit, une diplomatie de coup de théâtre. Alors Jean-Yves, Emmanuel Macron a donc fait très fort, au moins pour les éditorialistes de BFM TV. Macron, c'est Moïse. Il fend la mer. Macron, c'est Jésus. Il marche sur l'eau. C'est ça, vu par les éditorialistes. C'est un petit peu ça. Si vous voulez, là où ça tourne, c'est de la communication circulaire, en fait. Parce que Macron, il a choisi de scénariser un certain nombre de choses. Il a dit on va parler des inégalités. Il a dit on va parler du climat. Et donc il répondait à la demande médiatique. Il va s'opposer. Il s'opposait à Poutine quand il a reçu à Brégançon. Il s'oppose ou il feint de s'opposer à Trump. Et donc il plaît aux médias. Il met en scène communication, quoi. C'est une pure opération de communication. Alors là où on voit que c'est une pure là où on voit que c'est une pure opération de communication, c'est que le G7 il devait être centré, d'après Macron, sur la lutte contre les inégalités et la lutte pour le climat. J'ai là le communiqué du G7, qui est un ensemble, un emboîtement de phrases creuses. Il n'y a rien sur le climat, rien sur les inégalités. Donc, tout ce que les médias ont raconté pour complaire à Macron, parce que ça leur plaisait là-dessus,
c'est vide de sens. On peut peut-être rappeler quelque chose sur les éditorialistes de BFM. Il y a une nomination récente à la tête de BFM TV. C'est Marc-Olivier Fogiel qui a pris la direction de cette antenne, Marc-Olivier Fogiel, qui est un ami du couple Macron. Donc, à mon avis, je ne sais pas s'il a une influence sur ce qu'ont dit les éditorialistes au moment du G7, mais ça ne risque pas de changer le ton, a priori. Non, et il explique qu'il a une relation, je crois, fluide ou liquide avec le couple Macron. Donc voilà, c'est rassurant sur l'indépendance de la presse. Alors, et des médias. Il n'y a pas que BFM TV, puisque je crois qu'il y a eu l'interview réalisée par Anne-Sophie Lapix aussi, qui a été à saluer. Alors là, je crois qu'elle mériterait une brosse à reluire d'or, parce qu'elle a été absolument parfaite. Alors là aussi, c'est quand même assez intéressant. Anne-Sophie Lapix est une journaliste très politiquement correcte, qui a été choisie comme présentatrice sur France 2 en septembre 2017, donc après l'élection de Macron. C'est l'épouse d'Arthur Sadoun, le président de Publicis. Donc on voit la connexion là entre le pouvoir médiatique, le pouvoir politique et le pouvoir publicitaire. Le couple Sadoun-Lapix étant assez lié à Macron, et évidemment la puissance publicitaire de Publicis, c'est absolument considérable pour quelqu'un qui veut faire une campagne médiatique. Qu'est-ce qui permet d'avoir des unes de Paris Match ou autres ? C'est quand les publicitaires disent écoutez, ce serait pas mal que Macron soit en une, que Brigitte Macron soit en une. On se souvient de toute la campagne qui avait eu lieu avant la présidentielle pour mettre en scène, scénariser le couple Macron. C'est l'alliance du pouvoir médiatique, du pouvoir politique et du pouvoir publicitaire, qui est le pouvoir considérable, puisque c'est le pouvoir de l'argent. Alors, ça va bientôt être la fin de cette émission. Jean-Yves, est-ce que vous avez un coup de chapeau ? Oui, alors c'est un coup de chapeau un peu tardif, parce que le numéro va sûrement sortir des kiosques. C'est un numéro de Valeurs Actuelles consacré à Notre-Dame de Paris, l'enquête impossible. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils reviennent sur... maintenant, ça fait combien ? 400 mois que Notre-Dame a brûlé. Donc on devrait en savoir un peu plus sur les causes. En fait, on ne sait toujours rien. Pourtant, au début, a priori, on savait. Pourtant. Au début, on savait que c'était accidentel. On a dit tous ceux qui parlaient d'hypothèses criminelles étaient considérés comme des complotistes. Les médias interdisaient de poser la question. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas. Rien ne permet de dire aujourd'hui que c'est criminel, mais rien non plus ne permet de dire que c'est accidentel. En vérité, on ne sait toujours pas, mais il y a 3-4 mois, on voulait interdire de poser les questions. C'est bien que Valeurs Actuelles reviennent sur le sujet. Alors ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves. Et la semaine prochaine, chers téléspectateurs, le format de l'émission sera totalement différent, puisque nous faisons, après ce numéro un peu dédié en partie au meilleur de l'été, nous faisons notre rentrée, la véritable rentrée la semaine prochaine, avec un habillage graphique différent, avec un format d'émission différent, mais qui, on l'espère, plaira à tout le monde, tout simplement. Voilà, alors, on vous invite à regarder cette émission, bien sûr, et la prochaine, et à nous faire part de vos observations. Il y a sûrement certains de nos web spectateurs qui apprécieront, d'autres qui peut-être regretteront le changement. On regardera de très près vos réactions. Il faudra peut-être être un peu indulgent, puisque ce sera un numéro 0. Ça sera le 262e immédiat, je crois. Mais ce sera aussi le premier de la nouvelle série. Voilà, et donc, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine. Et Jean-Yves, on se retrouve donc dans une nouvelle formule dans quelques jours.